Lucie Châtelain, qui est chargée de plaidoyer globalisation et droits humains donc à l'association Sherpa, que je ne présente plus. Sherpa, bien sûr. Lucie, je te laisse la parole pour expliquer, vous, les enjeux que vous pensez et vos positions sur la question de la transparence et du secret des affaires. Oui, en effet, Sherpa est une association qui a fait partie de la coalition d'organisations de la société civile qui a porté la loi sur le devoir de vigilance jusqu'à son adoption. Et c'est vrai que l'année dernière, au moment des débats sur la transposition de la directive européenne sur les secrets d'affaires, Sherpa a dénoncé avec d'autres organisations les menaces que la proposition de loi de transposition faisait peser sur la liberté d'expression en général, mais aussi sur l'application de la loi sur le devoir de vigilance. Et c'est vrai que si la loi sur le secret des affaires a ensuite été promulguée en juillet dernier sans que les menaces ne soient dissipées, on voit que certains des effets qu'on avait pu anticiper se sont déjà en partie matérialisés, notamment parce que le secret des affaires a été invoqué pour la première fois en novembre 2018, 4 mois après la promulgation de la loi dans l'affaire des implant files, dans laquelle la commission d'accès aux documents administratifs a rendu un avis défavorable au journal Le Monde suite à son demande d'accès à des listes de dispositifs médicaux, considérant que la communication de tels documents serait susceptible de porter atteinte au secret des affaires. Donc, au-delà de cette affaire qui, évidemment, n'a pas de lien direct avec le devoir de vigilance, l'idée, pour moi, aujourd'hui, c'était plus de rappeler ces points de tension entre devoir de vigilance et secret des affaires qu'on avait soulevés au moment des débats sur la loi, en se concentrant sur deux aspects, le contenu des plans de vigilance, mais aussi les droits des parties prenantes qui sont reconnus par la loi sur le devoir de vigilance. Voilà, donc je vais suivre ce plan en sachant que je ne vais pas revenir en détail sur la loi sur le secret des affaires, en tout cas sur les dispositions précises, parce que ça a été fait par Maître Daoud juste avant moi. Mais l'idée, c'est d'expliquer. Enfin, je vais suivre ce plan en expliquant en quoi la transparence est un des éléments essentiels de la loi sur le devoir de vigilance, les différents problèmes que soulève pour nous la loi sur le secret des affaires, et ensuite ces deux tensions qu'on peut percevoir à la fois dans la publication du plan de vigilance et au sujet des droits des parties prenantes. Je ne vais pas revenir en détail sur les dispositions de la loi devoir de vigilance. Le seul point que je voulais développer un peu, c'est le fait que la publication du plan de vigilance est une des trois obligations essentielles du devoir de vigilance, donc d'établir un plan, de le publier et de le mettre en œuvre de manière effective. Un plan qui doit contenir des mesures de vigilance propres à identifier et prévenir les risques et les atteintes graves aux droits humains et à l'environnement. Et l'obligation de rendre ces mesures publiques, pour nous, donc l'exigence de transparence, a précisément pour objectif de permettre aux parties prenantes de la société de vérifier qu'elles respectent la loi, c'est-à-dire de permettre aux parties prenantes de voir si certains risques qu'elles ont, elles, identifiés, ont bien été identifiés par l'entreprise, et si c'est le cas, de vérifier si les mesures que la société dit mettre en œuvre sont satisfaisantes, sont adaptées, propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes. Et donc le but de la transparence pour nous, c'est pas de forcer une entreprise à dévoiler tous les détails de ses activités, y compris ses stratégies commerciales, etc., mais c'est de permettre aux parties prenantes d'exercer les droits qui leur sont reconnus par la loi sur le devoir de vigilance. Et ces droits, on les connaît, c'est d'une part le fait qu'elles peuvent demander à être associées dans l'établissement du plan, en tout cas elles peuvent soulever auprès de l'entreprise des risques qu'elles auraient identifiés et qui n'auraient pas été pris en compte par la société. Elles peuvent recourir aux mécanismes d'alerte et de recueil des signalements, de la même façon en faisant remonter des informations, des risques, des violations en cours auprès de l'entreprise. Elles peuvent mettre en demeure l'entreprise de se conformer à la loi, ou elles peuvent demander soit une injonction de se conformer à la loi, soit des dommages et intérêts en cas de manquement. Et ces droits sont des droits clés qui justifient pour nous
l'obligation de publication d'un plan. Et non seulement de prendre des mesures adaptées, mais aussi de les dévoiler et de les publier de la part, pour l'entreprise. La loi de secret des affaires, pour nous, soulève plusieurs problèmes par rapport à ces droits et à cette exigence de transparence que je viens de mentionner. Et ces trois problèmes sont tout d'abord la définition qui nous semble extrêmement large et floue du secret des affaires. Donc, Maître Daoud a rappelé les trois critères qui, lorsqu'ils sont satisfaits, permettent de considérer une information comme protégée par le secret des affaires. Pour nous, elle nous paraît extrêmement large. Pourquoi ? Parce qu'il y a de nombreuses informations internes à une entreprise sont susceptibles de rentrer dans ces trois critères. On peut penser notamment à la notion de valeur commerciale potentielle, qui est très large. En réalité, potentiellement, toutes sortes d'informations peuvent avoir une valeur pour l'entreprise. Et cette définition, pour nous, elle est aussi source d'insécurité juridique parce qu'elle est floue. L'entreprise n'a pas l'obligation de déterminer au préalable quelle information relève du secret des affaires ou non. Et si un salarié, une personne extérieure à l'entreprise ou autre tombe sur une information, il est difficile de faire cette analyse au préalable, de savoir si cette information est en effet généralement connue par les personnes familières de ces questions, si elle revêt une valeur commerciale effective ou potentielle pour l'entreprise, etc. Donc, c'est la première critique que nous formulons sur cette définition. Ensuite, la deuxième critique concerne le fait que le droit, la liberté d'expression, les libertés fondamentales sont considérées comme des exceptions au secret des affaires et non l'inverse dans la loi. C'est le secret qui devient le principe et la transparence en quelque sorte ou l'accès à l'information l'exception. La loi interdit l'obtention, l'utilisation, la divulgation illicite de secrets d'affaires, c'est-à-dire sans le consentement de son détenteur légitime, et elle donne le droit aux entreprises d'engager des actions en justice, des actions en prévention ou en cessation de l'illicite ou des actions en responsabilité civile contre quiconque aurait obtenu, utilisé ou divulgué de manière illicite une information protégée. Et ensuite, les exceptions qui ont été mentionnées sont prévues. Donc, si cette obtention, cette divulgation est requise ou autorisée par le droit national ou international, le droit à la liberté d'expression, la volonté de révéler dans le but de protéger l'intérêt général et de bonne foi une activité légale, etc. Et cet inversement entre le principe, qui est désormais le secret, et ces exceptions pose pour nous deux types de problèmes. D'une part, parce que des personnes qui ne seraient pas listées dans cette liste ne sont pas protégées, mais surtout parce qu'il contraint les personnes qui sont protégées par la loi à devoir justifier, elles, de leur qualité, de leurs intentions et du fait qu'elles relèvent bien des exceptions. Et donc, c'est sur celui qui souhaite révéler une activité légale, etc., que retombe cette charge. Et ensuite, la troisième critique que nous formulons, c'est qu'en conséquence, la loi va au-delà de l'intérêt qu'elle cherche à protéger, puisque l'objectif de la directive était de protéger la compétitivité et les performances liées à l'innovation contre la concurrence déloyale en protégeant les informations et le savoir-faire des entreprises non couvertes par un droit de propriété intellectuelle. Donc, on se rend compte que l'objectif de la directive s'adresse aux acteurs économiques concurrentiels, alors que la définition large et le fait que l'inversion du principe et de l'exception conduit à protéger des intérêts potentiellement plus larges que cette lutte contre la concurrence déloyale. Et pour nous, ces trois problèmes ne sont pas seulement théoriques, et en pratique, on voit qu'ils sont aussi la source de tension avec la loi sur le devoir de vigilance. D'abord, sur la question de la publication et du contenu des plans de vigilance qui vont être publiés par les entreprises. Une question se poser à Sherpa, c'est: une entreprise peut-elle invoquer le secret des affaires pour refuser de faire apparaître certaines informations dans son plan de vigilance ? Comme je le disais tout de suite, pour nous, la publication est une partie essentielle du devoir de vigilance. Et c'est vrai que la définition large du secret des affaires
est pour nous source d'inquiétude. Et on l'a vu dans le cadre de notre interpellation sur la déforestation liée au soja. Il y a un an de ça, Sherpa, aux côtés des associations Mighty Earth et FNE, ont interpellé des entreprises du secteur agroalimentaire et de la grande distribution pour les alerter sur la déforestation massive causée par la culture du soja dans plusieurs pays d'Amérique latine et sur la présence possible de ce soja, puisqu'il est importé en France, dans leur chaîne d'approvisionnement. Donc, il y a eu plusieurs interpellations l'année dernière et plusieurs relances jusqu'au début de cette année. Et nos organisations demandaient à ces entreprises d'indiquer les mesures qu'elles mettaient en œuvre pour identifier ce risque dans leur chaîne d'approvisionnement et pour prévenir ces atteintes. Et certaines entreprises nous ont répondu que cette demande, donc cette demande qui est pourtant en fait celle qui correspond à la loi de devoir de vigilance, touchait directement à des éléments confidentiels de leur activité et qu'elles n'étaient donc pas en mesure de les partager avec nous. Et donc on voit bien que même avant d'avoir à engager une action en justice pour obtention ou divulgation d'une information protégée, certaines entreprises refusent tout simplement de communiquer l'information en s'appuyant implicitement, donc là c'était seulement sur la confidentialité, mais en l'occurrence ça pourrait être aussi bien sur le secret des affaires. Et donc on pourrait aussi imaginer qu'une entreprise refuse d'indiquer dans son plan de vigilance les noms et la localisation de ses fournisseurs, alors que nous ça nous paraît une information essentielle lorsqu'ils opèrent dans des pays à risque, et que cela enlèverait du devoir de vigilance toute sa substance si une entreprise pouvait simplement se contenter de dire que ses sources d'approvisionnement et ses fournisseurs relèvent du secret des affaires, puisqu'elle a fait en sorte qu'ils satisfassent tous les 3 critères qu'on a mentionnés tout à l'heure. Or, nous, ce qu'on voit, c'est que juridiquement, ce qu'a prévu la loi sur le secret des affaires, c'est que le secret des affaires n'est pas opposable lorsque l'obtention, l'utilisation ou la divulgation est requise ou autorisée par le droit national. En l'occurrence, la divulgation de certaines informations, et notamment des mesures d'identification des risques propres à prévenir les risques et les violations, sont requises par la loi sur le devoir de vigilance, et donc le secret des affaires ne devrait pas être opposable à dans notre compréhension de cette tension entre la loi devoir de vigilance et le secret des affaires. On peut néanmoins s'attendre à des contentieux sur ce point. Tout d'abord parce que, évidemment, la loi devoir de vigilance prête à interprétation, et le débat portera alors sur le contenu et l'étendue du devoir de vigilance. Est-ce qu'il faut en effet indiquer ses sources d'approvisionnement et ses fournisseurs lorsqu'ils sont localisés dans des pays à risque et qui font donc partie des risques causés par les activités de l'entreprise ou ses fournisseurs. Donc c'est un premier débat. Et l'autre débat, ce sera bien sûr, est-ce que le fait que les entreprises puissent opposer le fait que la divulgation de ces informations constitue une mesure au-delà du raisonnable, puisque la vigilance qui est exigée est de la vigilance raisonnable. Donc ça, c'est une première tension, en tout cas un premier conflit ou collision, comme Maître Daoud disait, que nous avons identifié. Et la seconde crainte que nous avons, ça concerne les droits des parties prenantes qui, on l'a vu, sont reconnus par la loi sur le secret des affaires. D'abord, on peut s'inquiéter. Est-ce que le secret des affaires va devenir un nouveau fondement pour les procédures bâillons? Ce qu'on appelle procédure bâillon, et c'est le genre de procédure auquel notre association a été exposée, c'est l'utilisation par une entreprise d'une procédure judiciaire pour intimider un citoyen, une ONG, un journaliste, un lanceur d'alerte ou un salarié, et le dissuader de rendre publiques certaines actions de l'entreprise. Et là, on voit que le secret des affaires pourrait venir s'ajouter à la liste des fondements aujourd'hui utilisés par les entreprises dans ces procédures bâillons, qu'elles sont pas nécessairement sûres de gagner quand elles les initient. En effet, elles sont souvent, j'imagine, elles sont conscientes qu'elles risquent de les perdre, mais qui sont suffisantes à intimider
et à dissuader la société civile, des citoyens, de dénoncer des actions. Et donc, la vraie question, c'est que même en l'absence de telles procédures, on peut craindre que le seul risque de se voir assigné pour violation de secret des affaires, en l'état de cette définition qui est pour nous floue, pourrait dissuader des parties prenantes de se prévaloir des droits reconnus dans la loi. Par exemple, elles pourraient renoncer à soulever un risque non identifié dans le plan de vigilance de l'entreprise ou de signaler une violation en cours, par exemple via le mécanisme d'alerte, de peur d'être assigné en justice pour obtention ou divulgation d'un secret d'affaires. C'est un premier risque qu'on identifie. Et ensuite, on voit que ça peut aussi être un obstacle dans les procédures en demande d'injonction ou en responsabilité sur le fond, qui sont prévues dans la loi sur le devoir de vigilance. Il y a un risque de limiter la possibilité pour les parties prenantes de s'appuyer sur des documents internes de l'entreprise qu'elles auraient pu se procurer ou limiter l'accès à des documents internes nécessaires pour établir la responsabilité de l'entreprise. Ça constitue un obstacle procédural supplémentaire pour les parties prenantes. Et ça risque aussi de limiter leur capacité de communiquer sur l'affaire, alors que c'est souvent un levier clé, en tout cas pour les associations de la société civile, pour faire changer les pratiques. Donc, pour conclure, de nombreuses questions restent en suspens, devront être tranchées en effet par la jurisprudence. Qu'est-ce qu'une valeur commerciale potentielle ? Qu'est-ce qu'une mesure de vigilance adaptée ? Qu'est-ce qu'une mesure de vigilance suffisante ? Et on espère, quant à nous, que le secret des affaires ne sera pas utilisé par les entreprises pour s'exempter de certaines obligations au titre du devoir de vigilance et que la jurisprudence sur le secret des affaires s'en tiendra à l'objectif initial de la directive, empêcher la concurrence déloyale. Évidemment, dans le cadre du devoir de vigilance, une entreprise qui invoquerait le secret des affaires pour ne pas mentionner, ou de mauvaise foi, mais pour ne pas mentionner dans son plan de vigilance certains risques, par exemple, s'expose aux sanctions qui sont prévues dans la loi de devoir de vigilance, c'est-à-dire une injonction de la part d'un juge qui lui enjoindrait de publier ces informations ou la responsabilité civile. Il peut pas y avoir de fondement simple sur la bonne foi ou un fondement juridique qui serait une entreprise n'est pas de bonne foi, donc elle est accusée. Par contre, c'est vrai que le fait de ne pas vouloir dire quelque chose et de se réfugier derrière le secret des affaires, alors même que ce sont des informations qui sont divulguées, ce que disait Maître Daoud, et divulguées par ailleurs, ou que ce sont des informations connues ou manifestement l'entreprise abuse finalement de cette notion de secret des affaires, renverrait à un manque d'effectivité du plan de vigilance et de son obligation de vigilance de publier le plan, en fait. Et donc, de respect de la loi sur le devoir de vigilance. Les juges vont de toute façon, il y a les obligations juridiques déclarées comme telles, d'établir, mettre en œuvre, publier un plan de vigilance. Après, il y a quand même la question de toute l'effectivité de la démarche. Et l'entreprise ne devra pas se contenter de dire, voilà, mon plan, il est ce qu'il est, et voici, et c'est tout. Mais véritablement de prouver les actions effectives qu'elle a prises, les choix, et d'aller sûrement, et selon l'interprétation des juges, et là on verra la jurisprudence, et selon les cas, parce que peut-être que l'interprétation sera différente et ça je parle sous contrôle des juristes, en cas de dommage où l'entreprise devra prouver peut-être plus que les mesures qu'elle a décidées et mises en place sont effectives par tout moyen finalement, qu'en cas de mise en demeure sur un plan papier qui restera malgré tout théorique. Et la bonne foi jouera vraiment dans le cadre de la démonstration de l'effectivité. S'agissant de la réponse à la question de façon tout aussi concrète que les précédentes intervenantes, le non-respect de la déclaration de performance, de la non-publication de la déclaration de performance extra-financière n'est assorti d'aucune sanction financière. C'est-à-dire qu'on pourra aller devant le juge des référés pour demander sous astreinte la publication
ou de compléter la déclaration si on considère qu'elle n'est pas suffisamment qualitative, mais il n'y a pas de sanction financière. En revanche, il n'y a pas de dommages et intérêts à obtenir. En revanche, le fait de ne pas le faire aura des répercussions qui ne seront pas simplement réputationnelles, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, mais seront des éléments qui montreraient dans d'autres périmètres d'intervention des autorités de tutelle ou de la justice la mauvaise foi ou la particulière mauvaise foi de l'entreprise. Parce que lorsque l'on est soumis, compte tenu du champ d'application et des seuils que j'ai énoncés il y a quelques dizaines de minutes, à cette obligation et qu'on ne le fait pas, il est bien évident que le juge, face à la taille de cette entreprise, face à la structure, aux fonctions support, on s'attend à ce que cette entreprise respecte la loi. Elle ne le fait pas, c'est quelque chose qui sera sanctionné dans d'autres champs d'investigation. Pour les plus expérimentés ou pour les gens aussi âgés que moi, je peux faire le parallèle avec une obligation de publication qui n'était jamais sanctionnée ou très rarement sanctionnée pendant 30 ans. C'était l'obligation de publier ses comptes sociaux au registre du commerce et des sociétés. Pendant des décennies, il y a des entreprises qui ne les publiaient pas, il ne se passait rien. Et avec l'arrivée de ces nouvelles obligations de conformité de compliance, ces obligations ont été réactivées avec des sanctions à la clé. Là, en l'occurrence, s'agissant de la déclaration de performance extra-financière, il n'y a pas de sanction financière, mais les entreprises qui ne joueraient pas le jeu seraient sanctionnées d'une autre façon et pas simplement sur le plan réputationnel. S'agissant de la non-publication de la loi vigilance, là, on revient à ce que prévoit la loi, c'est aucune cartographie des risques pas suffisamment effective. C'est que si on est assigné devant le tribunal de grande instance et qu'il y a un lien de causalité qui est démontré, il y aura des dommages et intérêts qui pourront être réclamés par celui ou celle qui s'estime victime du dommage avec un lien de causalité en raison de la non-publication de ce plan de vigilance ou de la non-effectivité de ce plan de vigilance. Mais il n'y a pas de sanction pénale ou administrative pour la non-publication de l'une ou de l'autre. C'est sûr, et je rajouterais que, mais tout va dans le même sens, que pour rebondir sur ce que tu disais, Emmanuel, dire par exemple que on n'a pas assez de moyens pour une grande entreprise comme les autres, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas prioriser, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire à la mesure de ses moyens, mais se réfugier derrière les moyens ou le manque d'influence ou la non-possibilité d'agir sans aller plus loin que, enfin, essayer de trouver des moyens d'action à la mesure de son influence, oui, mais juste dire ah non, c'est pas moi, là je ne dépends de rien, ça ne sera pas nécessaire, je pense en particulier aux fournisseurs. Juste cascader la responsabilité juridique en mettant une clause et ne pas chercher à aller plus loin, voir si le fournisseur est en capacité de le faire. Je pense personnellement que ce sera un moyen l'entreprise ne pourra pas se réfugier derrière ça pour dire que son plan de vigilance est tel et qu'elle n'a pas pu l'appliquer. Elle va véritablement devoir montrer, selon ses spécificités, selon ses caractéristiques, qu'elle a mis tout en œuvre pour que la démarche soit véritablement effective et pas juste des mesures groupes qui soient balancées comme ça, si je puis dire. Il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre que je voudrais ajouter par rapport à l'intervention qui a été celle de ma camarade qui m'a précédé, s'agissant des procédures bâillons et tout le monde a compris qu'on n'avait pas la même position sur le contenu de la notion du secret des affaires et sur ce que les entreprises pourraient en faire ou pas. Moi, je pense que le texte il est suffisamment équilibré et que les ONG, associations, et dans leur rôle légitime, ont fait entendre leur voix. S'agissant des procédures bâillons, la loi Sapin 2 prévoit que les entreprises qui essaieraient de bâillonner les lanceurs d'alerte pourraient se voir poursuivies pénalement. Donc, je ne dis pas que c'est ce que tu as dissimulé cet élément d'information, mais d'ores et déjà, le législateur a prévu dans certains cas des sanctions pour les entreprises lorsqu'elles ne respectaient pas la loi Sapin 2 et qu'elles cherchaient à intimider et à dissuader les lanceurs ou lanceuses d'alerte de pouvoir révéler les faits qu'ils estimeraient devoir révéler
s'ils sont désintéressés, s'ils sont de bonne foi et s'ils ont été les témoins directs des faits qu'ils veulent dénoncer, puisque ce sont les 3 conditions cumulatives qui sont posées par la loi pour bénéficier du statut de lanceur d'alerte. S'agissant du secret des affaires, on peut considérer, comme toi, que peut-être la définition est trop vague. L'expérience montre, de mon point de vue, que pour les praticiens et praticiennes, qu'il faut laisser aussi toute sa place au juge pour interpréter la loi. Et que, comme il s'agit d'une transposition d'une directive européenne, il est bien évident que le juge français appliquera ce qu'applique le juge européen au quotidien et ce que le juge français, y compris constitutionnel français, applique de plus en plus, c'est-à-dire le principe de proportionnalité. On va à chaque fois se poser la question de savoir, dans tel cas d'espèce, si oui ou non, l'information dont l'entreprise prétend qu'elle est couverte par le secret des affaires, elle est véritablement couverte par le secret des affaires au regard de l'exigence du droit à l'information, au regard de l'exigence des lanceurs d'alerte, au regard des sujets d'intérêt général, au regard des demandes qui seront faites par un tel ou une telle. Et à chaque fois, la question sera posée, et je pense que très rapidement, dans les 2 ou 4 ans qui viendront, et je pense que on n'aura pas besoin de plus de retour jurisprudentiel pour avoir une idée claire de la façon dont tout cela va se dérouler, je pense qu'on aura les idées assez claires et que l'on aura un secret des affaires à la française qui permettra de façon proportionnée et équilibrée à toutes celles et ceux qui œuvrent de façon directe à un fonctionnement de nos entreprises qui soit plus vertueux, qui puissent faire leur boulot sans crainte d'être poursuivis devant les tribunaux. Tu faisais référence au fait que vous aviez déjà fait l'objet, et c'est très désagréable, quand je dis désagréable, c'est un euphémisme, d'action de la part de certaines entreprises qui vous avaient traîné en diffamation et demandé, ou en dénigrement devant des juridictions, en demandant la condamnation des personnes physiques membres de Sherpa à des sommes d'argent très importantes. Sauf erreur ou omission de ma part, ces actions n'ont jamais prospéré et ce type de stratégie va faire long feu parce que ça ne peut pas fonctionner dans notre pays. Juste rapidement, parce que je comprends qu'on a déjà dépassé le temps imparti. Je suis d'accord que j'espère que la jurisprudence s'en tiendra à l'objectif et du secret des affaires. Le point que l'on souhaitait faire, c'était aussi que même en l'absence en attendant cette jurisprudence, il y a quand même une crainte, je pense, de la part des acteurs de la société civile et un effet dissuasif, quand bien même une procédure bâillon n'est pas engagée ou quand bien même elle a vocation à être, quand bien même une telle demande a vocation à être déboutée. Et pour confirmer, oui, aucune des actions contre Sherpa n'a donné lieu à condamnation.